Aujourd'hui, je vais surtout parler des expériences de laboratoire, mais je vais quand même terminer ce que je n'avais pas fini la dernière fois. Et puis d'abord, je voulais vous montrer que quand même, les séismes profonds, on n'en entend pas parler beaucoup, mais il y en a quand même tout le temps. Et celui-là, j'aurais dû le montrer la semaine dernière, parce qu'il a eu lieu dimanche, il y a une semaine. Profondeur 603 km, magnitude 6,1, vous voyez, dans les Philippines, avec un mécanisme au foyer, si vous reconnaissez cette convention, qui montre une faille normale avec un plan très vertical et l'autre très horizontal. Donc la question, c'est de savoir est-ce que la rupture a eu lieu sur le plan horizontal ou le plan vertical. C'est toujours une question qu'on se pose sur ce genre de séisme profond, mais c'est assez typique comme disons, mécanisme au foyer sismique. Et ça, c'est la fonction temporelle de la source, donc ça représente l'énergie dégagée en fonction du temps pendant le déroulement de la rupture, et on voit qu'elle est très courte, 4 secondes. Bon, pour un séisme de magnitude 6,1, ce n'est pas extraordinairement différent de ce qu'on observe en surface. On observe une fonction très, très régulière avec peut-être une petite rampe au début, pendant les premières 2 secondes. Enfin voilà, c'était juste pour montrer un exemple pour vous indiquer qu'on n'en entend pas parler, mais qu'il y en a, et enfin, magnitude 6, c'est déjà une taille respectable. Alors, nous avons parlé beaucoup de l'eau dans le manteau. Nous en avons parlé parce qu'il y a cette idée que les séismes de profondeur intermédiaire pourraient être dus à la déshydratation des roches hydratées du manteau, au moins les séismes intermédiaires qui sont dans le manteau. Si vous vous souvenez bien, on a pu mettre en évidence partout dans le monde, dans toutes les zones de subduction, un double plan de 6 séismes intermédiaires, avec un plan supérieur qu'on localise bien dans la croûte océanique, et un plan inférieur qui, lui, est très certainement dans le manteau. Autant on peut expliquer les séismes dans la partie très superficielle par l'hydratation de la croûte, éventuellement ou principalement au moment où la plaque rentre dans le manteau, où il va y avoir une formation de faille normale, une extension pour accommoder le pliement, le changement de direction de la plaque. Autant que ces failles se continuent dans le manteau, donc à des profondeurs de plus de 10 km, 10-15 km à l'intérieur de la plaque, ça paraît déjà un peu plus difficile. Donc on a beaucoup parlé de ça, parce que d'une part, c'est important pour comprendre les mécanismes des séismes, mais c'est aussi important pour le budget de l'eau qui rentre dans les zones de subduction et donc qui retourne dans le manteau, donc le cycle de l'eau dans le manteau de la Terre. Et c'est aussi important pour le volcanisme dans les arcs insulaires en arrière des zones de subduction, qui, lui, se produit en général à des profondeurs assez constantes, environ 100 km de profondeur, et est sans doute est lié à de la fusion partielle qui est aidée par la présence d'eau. Donc tout ça, ça joue énormément. En plus, toute la dynamique les mouvements, la facilitation des mouvements tectoniques des plaques. Tout ça est très... la question de l'eau joue de manière importante. Mais il n'y a pas que ça. Donc aujourd'hui, on va parler un peu d'autre chose. Enfin, on va en parler plutôt, mais d'un autre point de vue, du point de vue de ce qu'on peut faire comme expérience en laboratoire pour prouver ou, au contraire, nier ce genre d'hypothèse. Alors, donc, les questions qu'on pourrait se poser, comme je viens de le dire, c'est combien d'eau y a-t-il sous la croûte, dans les roches, donc inclus dans les roches du manteau, et comment ces roches ont été hydratées. On en a parlé pas mal déjà. Mais on a vu que, j'ai commencé à vous dire qu'on voyait dans la zone de sismicité inférieure des zones doubles de sismicité intermédiaire,
on voit des vitesses sismiques inférieures à la moyenne, donc une réduction des vitesses sismiques, qui pourrait indiquer la présence d'eau aussi, mais pas mal d'autres, pourrait être due à pas mal d'autres raisons. Donc il y a des sceptiques là-dessus, et je vais en dire 2 mots. Ensuite, on peut se poser la question, si la fragilisation par déshydratation est un mécanisme viable, quel est le mécanisme précis? Et est-ce qu'il faut beaucoup d'eau? Est-ce qu'il en faut un tout petit peu? Voilà le genre de questions qu'on peut se poser. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes ont été proposés qui ne font pas du tout intervenir la déshydratation? Et ensuite, et enfin, on va reparler un peu des séismes profonds, si j'y arrive. Qu'en est-il des séismes profonds? On a déjà, vous vous souvenez, invoqué la possibilité qui est encore acceptée de nos jours que les séismes profonds sont liés d'une façon ou d'une autre à la transformation de phase Olivine-Spinel, qui se produit normalement à 400 km de profondeur, mais qui pourrait exister à plus grande profondeur sous une forme métastable dans le centre des zones de subduction, là où la matière est plus froide que dans le manteau ambiant. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a aussi peut-être de l'eau encore qui intervient? On peut poser ce genre de questions. Ou au contraire, est-ce que le mécanisme qui est à l'origine des séismes profonds, en quelque sorte, peut-il s'appliquer aussi aux séismes intermédiaires? Donc tout ça, c'est des questions ouvertes en un certain sens. Et on va d'abord, pour terminer ce dont j'ai parlé la semaine dernière, je voulais montrer simplement que tout le monde n'est pas du tout convaincu que l'hydratation du manteau est vraiment réelle. Alors, ça, c'est une coupe, ce sont des coupes, alors donc c'est des coupes verticales à travers les zones de subduction. Ici, cette ligne, ça montre le haut de la plaque qui est en subduction. Au-dessus, c'est la plaque qui surplombe. La zone de subduction, elle est là, elle est plus épaisse, sans doute jusqu'ici, on voit. Et ce qu'on montre ici, c'est la sismicité double. Donc ça, c'est au Japon, c'est une coupe dans le nord du Japon, dans la région de Tohoku, jusqu'à 140 km de profondeur. On voit la zone de sismicité double bien clairement. Et dans le fond, on voit le modèle de tomographie sismique, donc le modèle qui nous donne en chaque endroit donc dans cette zone de subduction, dans ce domaine, les vitesses des ondes P ici, les vitesses des ondes S, et le rapport des vitesses des ondes P et des ondes S. Ces cartes sont donc construites à partir de temps de propagation des ondes sismiques par des méthodes tomographiques, des méthodes d'imagerie. On voit ici en rouge toujours, c'est la convention traditionnelle de la tomographie. Les zones rouges sont des zones de vitesse réduite et les zones bleues de vitesse plus grande que la moyenne. Et en général, on peut, au premier ordre, lier ça à des températures plus élevées dans les zones rouges, moins élevées dans les zones bleues. Mais il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir, la composition en particulier des roches, et comme nous allons voir, ce qui est proposé, c'est aussi l'anisotropie. Alors, on voit ici, dans les cartes des ondes P, c'est des cartes qui sont obtenues indépendamment, d'une part en mesurant les trajets, les vitesses, enfin les temps de parcours qui sont ensuite inversés pour obtenir des modèles de vitesse pour les ondes P, pour les ondes S. On voit cette zone de faible vitesse, aussi bien en onde P qu'en onde S, qui couvre la zone de sismicité supérieure qui est dans la croûte, ça on le voit bien. Par contre, dans la zone inférieure, on voit une zone de vitesse affaiblie dans les ondes P. Elle n'est pas aussi nette dans les ondes S. Et quand on fait le rapport VP et VS, on trouve qu'il est, alors là, un rapport VP sur VS plus grand est donné par des couleurs rouges. Ça fait penser à plus de fluide ou fusion partielle. Pensez coefficient de Poisson comme je vous l'ai décrit la dernière fois.
Et par contre, dans la zone inférieure, ce rapport n'est pas forcément très anormal. En tout cas, il est moins élevé que dans la zone supérieure. Donc déjà, une question, est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que si c'était de l'hydratation, on verrait aussi un coefficient de Poisson plus élevé dans cette zone inférieure? L'autre remarque qui a été faite par des auteurs, je vais vous montrer dans la diapo suivante, c'est qu'entre ces deux zones de vitesse amoindrie, il y a une zone de vitesse plus grande, hein, un peu plus bleue. Bon. Alors ça, c'est aussi étonnant dans l'hypothèse où l'hydratation se ferait donc, au moment où la plaque, quelque part ici, rentre dans le manteau, avec des failles qui pénétreraient en profondeur, on s'attendrait à ce que l'hydratation diminue plus on est profondément dans la plaque. Donc on s'attendrait à une diminution ou plutôt une augmentation progressive des vitesses. Hein, donc on irait du rouge au bleu dans cette direction-là, plus on s'éloigne du bord de la plaque, ici. Or, ça n'est pas ce qu'on observe, elles sont bien séparées. Il y a deux bandes rouges ou jaunes séparées par une bande bleue. C'est très clair dans les vitesses P, c'est un petit peu moins clair dans les vitesses des ondes S. Alors, donc, ça ça a été remarqué par un groupe d'auteurs, dont ici Bruno Reynard qui va participer au colloque lundi prochain, et aussi le collègue Hitoshi Kawasaku, dont j'ai déjà montré plusieurs exemples, et qui est un spécialiste de l'anisotropie. Donc eux, ils ont remarqué ces disons, éventuels problèmes avec l'interprétation. Hein. La réduction dans VP est plus forte qu'en VS dans la zone de sismicité inférieure, ce qui est contraire à ce à quoi on s'attendrait par un effet d'hydratation. Et il y a des vitesses rapides entre la croûte, donc la zone de sismicité ici qui est dans la croûte, et la zone de sismicité inférieure dans le manteau. Alors, les cercles ici, ça représente les directions. Quand on fait de la tomographie, pour avoir une image vraiment, disons, fiable, il faut qu'on ait une illumination de toutes les directions. Or ça, c'est très difficile en général sur la Terre parce qu'on n'a pas une distribution uniforme des sources et des stations. Et donc on a toujours des directions préférentielles dans lesquelles on regarde. Et c'est exactement ce qui est dessiné ici. Bon, c'est encore une projection hémisphérique, mais donc ça c'est l'azimut, c'est la direction d'approche. Et ce qui est indiqué en noir, c'est la direction où il y a le plus d'observations, hein, que les raies sismiques, les trajets des raies arrivent de cette direction, donc ici du nord-est et un peu du sud-est, mais surtout du nord-est. Ça, c'est pour les ondes P. Et pour les ondes S, ce n'est pas les mêmes directions, elles proviennent plutôt du sud-est. Hein, on voit ici. Ça, c'est, je ne sais plus, c'est différentes inversions comme ça, mais elles sont compatibles. Alors, ils ont pensé, bon, si c'est ça, il est possible que ces directions préférentielles vont voir des vitesses qui sont les vitesses qu'on observe dans ces directions-là. Mais s'il y a de l'anisotropie dans la roche, c'est-à-dire si la roche elle-même ou si les couches dans le manteau sont anisotropes, c'est-à-dire qu'elles ont des vitesses différentes suivant qu'on les observe dans les directions différentes, on aura une image qui sera faussée par ça. Et donc, il propose qu'en fait, on peut très bien expliquer ces observations de vitesse VP, comme de vitesse des ondes P et de vitesse des ondes S, et leur rapport par la présence d'anisotropie et pas du tout d'eau dans ce domaine de profondeur. Donc là, effectivement, ils invoquent le fait que les trajets de raies dans les constructions de modèles tomographiques ne sont pas uniformes donc, de toutes les directions. Et donc ça peut s'expliquer par l'anisotropie plutôt que la... Et donc il propose un modèle qui serait compatible avec, d'une part, les mécanismes au foyer, donc la direction des plans de glissement, qui sont en général plutôt horizontaux que verticaux. Il y a un peu
vous savez qu'on a du mal toujours à distinguer par les mécanismes au foyer quel est le plan, est-ce que c'est le plan horizontal ou le plan quasi vertical, mais il y a des indications, surtout pour les gros séismes, à cause de la directivité de la rupture, où on peut un peu distinguer, et en général, on a tendance à penser que c'est plutôt le plan horizontal. Donc, il verrait une anisotropie régionale dans la région où se produisent les séismes, qui correspondrait peut-être à des alignements des alternances, par exemple, de couches de différentes propriétés, qui seraient localement, qui donneraient lieu à une anisotropie dans ce sens-là, qui viendrait en plus de l'anisotropie qui est acquise sur la plaque et qui est indiquée ici par cette direction. Donc ça, ce qu'on indique ici, c'est la direction rapide, c'est la direction dans laquelle les ondes se propagent le plus rapidement. Et cette autre, donc ça c'est les couleurs roses, là, mauve, et pour les couleurs bleues, c'est l'anisotropie acquise par la plaque depuis sa formation et depuis son refroidissement dans l'océan, avant qu'elle n'arrive dans la fosse. Et évidemment, cette anisotropie-là qui est figée, qui donc ne va pas changer, elle va tourner, la direction va tourner avec la plaque quand elle va s'enfoncer dans le manteau. Alors, tout ça, c'est très bien, mais donc il conclut, on n'a pas besoin d'invoquer le transport d'eau en quantité importante dans la zone de subduction, dans le manteau de la plaque en subduction. Et donc ces zones de cisaillement, c'était le mot qui me manquait, pourraient favoriser des instabilités qui donneraient lieu mécaniques qui donneraient lieu au séisme, sans avoir à invoquer la déshydratation. Mais ce modèle est intéressant, mais encore faut-il comprendre pourquoi on aurait des zones de cisaillement dans cette direction-là. Alors, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais il y a une étude qui vient de sortir qui, elle, montre que dans la région des sources de séismes intermédiaires et aussi certains des séismes profonds, il y a une anisotropie très forte, mais cette anisotropie-là, elle a une direction différente, elle correspondrait plutôt la symétrie, l'axe de symétrie d'un modèle simple d'anisotropie transverse est perpendiculaire au bord de la plaque. Donc pas non plus compatible avec ceci, mais c'est pour simplement indiquer qu'il y a ces idées de structures complexes, structures anisotropes à l'intérieur de la plaque qu'il ne faut pas oublier, qui pourraient jouer soit à la place, soit en plus de la déshydratation dans le mécanisme physique de génération de sismogénèse dans la plaque. Alors, assez pour ce sujet-là, venons-en aux expériences de laboratoire. Donc, quel est le mécanisme précis en jeu dans la fragilisation par déshydratation est la question qu'on va se poser. Et d'abord, voir si on peut reproduire ça et examiner ça en laboratoire. Alors évidemment, en laboratoire, on a d'une part des échantillons très petits, d'autre part, on a des temps le temps qu'il faut pour chauffer les échantillons, le temps qu'il faut pour appliquer les contraintes. Tout ça n'est pas directement transposable aux zones de subduction où tout se passe bien sûr beaucoup plus lentement. Il se passe à des vitesses de déformation de 10 puissance moins 15 secondes moins 1, alors que dans le laboratoire, on atteint à peine 10 puissance moins 5, 10 puissance moins 7. Donc on est assez loin des conditions réelles. Et donc tout ça, ça pose bien sûr pas mal de problèmes. Ensuite, il y a les échantillons. Quel type d'échantillons peut-on utiliser? Sont-ils représentatifs de ce qu'on voit dans le manteau? En tout cas, donc, je voulais en parler parce que l'idée d'hydratation du manteau, en fait, elle est venue il y a très longtemps par une étude de laboratoire qui est l'étude que je vais présenter dans un instant. Mais je voulais vous rappeler, parce que ça je l'ai montré déjà la dernière fois, qu'est-ce que c'est ces roches
hydratées, c'est vraiment des roches hydratées, c'est-à-dire que l'eau, elle est incluse dans la roche sous la forme du radical OH, ici. Hein. C'est des réactions qui font intervenir les deux formes d'olivine, hein, avec le fer et avec le magnésium, donc la faïaïte et la forstérite et faïalite, et donc en donnant comme produit de réaction la serpentine et aussi d'autres produits hydratés. Et nous nous intéresserons très particulièrement à l'antigorite ici, qui est la forme stable de la serpentine à haute température. Ça, j'en avais déjà parlé, mais je voulais vous le rappeler. Et donc, l'expérience dont je vais parler, la première, c'est celle de Rayleigh et Patterson, mais je vais vous rappeler, donc je saute un peu ce n'est plus chronologique, le diagramme de décomposition de l'antigorite en fonction de la température qui augmente ici et de la pression, qui a été bien documenté au cours des temps par de nombreuses études, montre donc cette décomposition dans deux domaines de pression. Alors la pression de ce côté-là, la profondeur correspondante de ce côté-là, hein, ρGH pour aller de l'un à l'autre en moyenne. Et donc ces lignes ici indiquent les lignes de la transition, donc de la déshydratation, ce qu'on appelle les lignes de Clapeyron, et celle-ci a une pente positive dans le domaine de pression relativement faible, ici jusqu'à vers 3 gigapascal, 2 gigapascal, je devrais dire, et ensuite une autre réaction de déshydratation. Celle-ci donne du talc et celle-ci de l'instatite. Et celle-ci, vous remarquerez, a une pente de Clapeyron négative. Et on va voir ce qui est très important. Ici, le volume augmente quand on déshydrate. Ici, le volume diminue. Et ça, c'est les points qui représentent le domaine de profondeur dans lequel on voit les séismes intermédiaires et profonds, qui donnent bien l'idée qu'ils atteignent, enfin, ils se produisent dans le domaine où l'antigorite se déshydrate dans le manteau. Alors, Rayleigh et Patterson, les premiers ont étudié le comportement mécanique de la serpentine aux conditions des zones de subduction. Pour l'instant, en 65, c'est dans la croûte, des températures atteignant 700 degrés Celsius et des pressions de 0,5 gigapascal. Et en fait, ils étudiaient ça pas tellement pour les séismes profonds, mais dans le contexte de la déformation dans les chaînes de montagne. Dans les chaînes de montagne, dans des régions très déformées des chaînes de montagne alpines et dans les arcs volcaniques, on observe souvent des bandes de serpentinite qui sont dans des zones très déformées. Et donc, il y avait à l'époque une discussion, est-ce que la serpentine joue un rôle et est-ce qu'elle est ductile, est-ce que sa forme de déformation est ductile ou bien cassante. Alors, Rayleigh et Patterson étudient ça dans l'appareil de Griggs, qui est un appareil, donc qui est une presse, qui permet d'introduire une pression hydrostatique, une certaine pression hydrostatique. Donc ici, maintenant, on peut aller à plus haut, on peut aller jusqu'à 3 gigapascal dans ces appareils-là, mais à l'époque, c'était plus limité, et aussi à des températures plus grandes, jusqu'à 3000 degrés, jusqu'à 1300 degrés Celsius. Et donc cet appareil qui, au départ, c'était des concepts de Bridgman, hein, je vais parler de Bridgman, mais a été construit par Griggs. Et donc le concept, c'est le suivant très rapidement. Il y a plusieurs pistons, donc ici verticalement, qui vont appuyer des deux côtés, hein, dans la direction verticale. Un piston externe qui va donner la pression ambiante hydrostatique, qui va être donné à l'échantillon qui est ici en rouge par un milieu très déformable, fluide. En général, c'est une solution de sel qui se fluidifie à assez basse température et qui va donner une pression ambiante assez uniforme, une pression hydrostatique. Et puis à l'intérieur, il y a un autre piston
enfin il y a un autre ensemble de pistons qui vont permettre de déformer l'échantillon donc dans la direction ici verticale, la direction sigma 1, donc donner une contrainte déviatorique, une contrainte non hydrostatique, non uniforme. Alors, donc ça c'est le principe. Et donc qu'est-ce qu'ils ont observé? Je vais montrer des diagrammes ici qui vont en axe X, on va voir la déformation. Donc la déformation, elle est mesurée par la longueur de l'échantillon qui se rapetisse de plus en plus. Donc le rapport de la différence de longueur sur la longueur, hein, c'est la déformation en pourcent. Et ici, dans l'axe des ordonnées, c'est la contrainte différentielle, donc la contrainte appliquée qu'on applique par le piston interne, moins la contrainte ambiante hydrostatique, qui donne donc une idée de ce qu'on applique comme contrainte non hydrostatique, contrainte déviatorique. Alors ici, on voit à température ambiante, on augmente la pression, hein, ça c'est des kilobars, et on voit d'abord un comportement cassant, c'est-à-dire que pour une déformation assez faible, on voit une chute de cette contrainte différentielle qui marque la cassure de l'échantillon. Et plus on va à plus grande pression, et plus vous avez une déformation ductile. Hein. La déformation se fait, mais sans cassure. C'est bien ce qu'on sait déjà, c'est que quand on est à haute pression, les roches ont tendance à se déformer de manière ductile. Par contre, à température plus élevée et à plus grande pression, le comportement change. Et ici, il montre, donc c'est les mêmes axes, hein, déformation et contrainte différentielle, à une pression de 3,5 kilobars, hein, donc 0,35 gigapascal, on augmente la température augmente ici vers le bas, et on observe d'abord un comportement ductile, mais plus on augmente la température, plus on observe des espèces de sursauts, et finalement, à 650 degrés Celsius, l'échantillon se casse. Donc ça, ce n'était pas prévu. Là, je reproduis le même diagramme ici à gauche, et à droite, la même chose, mais à une pression encore plus grande. On voit la même chose, ici à une pression un peu plus grande. Cette cassure, cette fracture se produit à une température un peu plus haute. Donc, on constate aussi que la contrainte différentielle maximale qui est supportée par l'échantillon diminue avec la température. Hein, cette contrainte maximale qui est ce point-là, hein, diminue avec la température. Alors, voilà les échantillons. Donc ici, il y a une pression de 3,5 kilobars. En particulier, on voit le comportement ductile dans ce domaine de température de 200 à 340, et à partir de 375, on commence à voir une cassure et complètement cassée à 400 degrés. Et donc la proposition qu'ils font, qui a donc beaucoup influencé tous les travaux, en particulier tous ceux que je vous ai montrés la dernière fois, c'est que le comportement cassant est rendu possible par la diminution de la pression de confinement, hein, donc la pression normale, qui est la pression hydrostatique, par la déshydratation de la serpentine. Hein, simplement, donc la déshydratation va remplir les pores et donc diminuer cette pression qui va diminuer la contrainte qu'il faut appliquer pour avoir un comportement cassant. Alors, ils associent ça avec la déshydratation de manière visuelle. Ils voient à l'époque, ils voient l'apparition d'olivine. C'est les traces noires ici dans cet échantillon de 0,1 mm. Ici, vous avez l'échelle de 0,1 mm et la matrice de serpentine.
Donc, les échantillons, c'était de la serpentine qui vient d'une roche en Australie, Cabramura. Donc, il propose que soit il y a une perte de cohésion par apparition de nouveaux pores au moment de la déshydratation, ou une réduction de pression de confinement par dégagement d'eau dans les pores et les bords de grains. Alors, ça, c'était dans l'appareil de Griggs au début. Dans l'appareil de Griggs, je devrais le dire, c'est un appareil à grand, comme on dit, à grand volume, où on peut mettre des échantillons de plusieurs millimètres de diamètre et plusieurs millimètres de hauteur. Ça fait en général des cylindres 2 fois plus hauts que larges. On ne peut pas atteindre des pressions extrêmement grandes, surtout à l'époque. Par contre, une autre technique, c'est celle de la cellule à enclume de diamant, où le principe, c'est que la pression, c'est la force divisée par la surface. Et donc, si on applique la même force à une surface plus petite, on va avoir une contrainte plus élevée. Et donc, c'est une technique qui est maintenant devenue très sophistiquée et qui permet d'atteindre des très hautes températures et des très hautes pressions, consiste à donc avoir une presse à enclume de diamants avec des diamants à pointe très fine. Et pourquoi des diamants? Parce que les diamants sont très durs et ils se cassent quand même, hein, ça coûte assez cher. Quand je parle à mes collègues qui font ce genre d'expérience, les diamants leur coûtent très cher parce qu'ils en cassent très souvent. Et donc on met l'échantillon ici au milieu, mais du coup l'échantillon était tout petit. Et dans ces exemples-là, enfin dans ces genres d'expériences, on a des échantillons vraiment minuscules de l'ordre de 10 microns de diamètre, ce qui pose un certain nombre de problèmes pour ce qui est de ce qu'on peut vraiment observer et le genre de matériaux qu'on peut étudier. L'autre avantage, par contre, des diamants, c'est qu'ils sont transparents aux rayons X, et vous verrez qu'à l'heure actuelle, on met ce genre de système à l'intérieur des synchrotrons, où on peut faire passer des rayons X à travers les échantillons, et donc mesurer par diffraction de rayons X et autres méthodes, avoir des mesures très précises sur la structure des échantillons, les phases, les matériaux, les transitions, la pression est mieux mesurée, etc. Mais ça, j'anticipe. Alors, là, on est encore en 89, hein, donc 20 ans après Rayleigh et Patterson, et une étude de Mead et Jean Lawes, où ils vont étudier, ils vont regarder à une pression. Ils vont regarder des échantillons de silicium et de germanium à température ambiante, mais à des pressions qui sont plus élevées, bien plus élevées que la limite de la transition cassante-ductile qu'on connaît d'habitude. Donc, ils vont aller jusqu'à des pressions très importantes. Et en plus, ils ont fait un système où ils ont mis un microphone, des microphones, en fait un seul microphone quelque part sur leur système, et aussi, dans une expérience ultérieure, un capteur piézoélectrique monté sur l'une des enclumes, et ils ont enregistré des événements acoustiques, hein, que je vais appeler EA sur mes diapos pour aller plus vite. Et donc ils ont pensé, ils ont introduit l'idée que ce qu'ils observaient, c'était des transitions de phase dans la structure cristalline du silicium et du germanium qui pourraient être à l'origine de ces émissions acoustiques. Alors, donc ensuite, ces mêmes auteurs ont étendu le domaine d'expérimentation en pression et température, toujours dans la cellule enclume de diamant. Attendez, là je me suis trompée, c'est DAC, ici Diamond Anvil Cell, j'aurais dû mettre, ça c'est un autre appareil.
Et ils ont fait des expériences dans l'olivine et le pyroxène d'abord, sèches, les matières sèches, et ils n'ont rien vu. Ensuite, ils ont pris de la serpentine, et ils ont regardé dans le domaine de pression jusqu'à 40 gigapascal et jusqu'à 3000 degrés Kelvin, mais donc ça fait 2700 degrés Celsius, ce qui est considérable. Et ils ont là constaté des émissions acoustiques qu'ils ont associées avec la déshydratation de la serpentine dans le domaine de pression entre 2 et 9 gigapascal. Et donc ils ont associé ça avec la déshydratation parce qu'ils voyaient aussi un changement de couleur qu'ils ont confirmé aussi visuellement, et donc des émissions acoustiques qui se produisaient vers 900 degrés Kelvin, donc 600 degrés Celsius. Et donc ça, c'est le résultat montrant qu'ils ont observé, dans tous ces domaines, ils ont observé des émissions acoustiques. C'est des toutes petites émissions. Vous voyez ici le temps, l'échelle de temps, c'est des microsecondes. Mais dans disons, à relativement basse pression, c'était lié à la déshydratation. Et à haute pression, ils ne voyaient pas d'évidence de déshydratation, mais ils pensent plutôt que c'est le fait que la serpentine perd sa structure cristalline, devient amorphe, et que ces émissions acoustiques pourraient donc être liées à donc des phénomènes à l'échelle des mouvements atomiques, à l'échelle du cristal, et qui provoqueraient des instabilités cisaillement qui se propagent à grande échelle. Je voudrais noter que mon collègue Raymond-Jean Lose de Berkeley est encore en train de travailler sur ce genre de problème à l'heure actuelle, avec des systèmes beaucoup, beaucoup plus performants à l'heure actuelle. Et donc il propose, puisqu'il voit qu'à partir d'une certaine pression et température, pas d'évidence de déshydratation, il propose que cette serpentine qui devient amorphe pourrait être métastable jusqu'à très grande profondeur dans les plaques de subduction. Et donc, ça permet, en passant, ils estiment donc la masse d'eau enfouie dans le manteau. Je vous avais donné des chiffres la dernière fois, suivant les auteurs, 1-2 volumes total des océans. Il y en avait même qui disaient plus. Eux, ils en étaient à l'époque à peu près 50% du volume total des océans. Donc ça, c'est un calcul très spéculatif, bien sûr, mais pour donner une idée. Mais ils ont surtout proposé que donc il y avait deux... ça c'est encore une fois le nombre de séismes en fonction de la profondeur, avec cette décroissance exponentielle jusque vers 300 km de profondeur, un minimum et ensuite un maximum vers 600 km de profondeur, que nous avons vu plusieurs fois, que la partie des séismes intermédiaires serait due à la déshydratation, et par contre les séismes profonds seraient dus à d'autres mécanismes liés à l'amorphisation de la serpentine. Donc une idée un peu originale. Alors, bien sûr, revenons, je vous ai parlé, dans une des leçons, je vous ai parlé des expériences de Green, de Burnley et Green, qui donc avaient montré par des expériences la possibilité que pour les séismes profonds, c'était la transition de phase de Levine-Spinel qui causait les séismes, et qui avait proposé ce modèle de anti-crack, qui se développait dans une direction orthogonale à celle des cassures normales, enfin des cassures ordinaires, disons, avec rempli de serpentine à l'intérieur. Mais à l'époque, ils n'avaient pas enregistré d'événements acoustiques, qui pourraient être, donc, bien sûr, les analogues des séismes. Des séismes, quand on enregistre des événements acoustiques, on enregistre des ondes P. Les ondes acoustiques, c'est des ondes P, des ondes de compression. Et donc là, ils ont refait des expériences dans l'appareil de Griggs, donc l'appareil qui est celui qu'ils avaient utilisé aussi pour leurs premières expériences. Et ils montrent que
donc ça c'est encore une fois la déformation et la contrainte différentielle. Il montre, et en bas vous avez le nombre d'événements acoustiques enregistrés dans leur système. Et il y a du bruit, hein, ils disent que ça c'est du bruit, et qu'ils ne voient pas d'émissions acoustiques avant la fragilisation qui est indiquée ici par la chute de cette contrainte différentielle, ici, pour une déformation d'environ 40%, 45%. Et tout à coup, on voit des événements plus grands, hein, surtout ici, dans cette expérience-là. C'est deux expériences à des températures et pressions un petit peu différentes. Et en même temps, quand ils examinent les échantillons, ils voient apparaître, ils voient des failles. En fait, ils voient une seule grande faille. Ici, cette faille montre, cette faille, je n'ai pas mis l'échelle, mais c'est tout petit, qui traverse un grain de chromite. Donc là, je voulais mettre cette figure, disons, en mémoire à Harry Green, qui était un grand promoteur de ces idées, enfin, qui était un grand physicien de la expérimental des hautes pressions, et en particulier connu pour ses travaux sur la transformation de phase de Levin-Spinel, et qui nous a quittés récemment. Voilà. Alors, on continue. Le temps passe, les systèmes deviennent de plus en plus performants, hein, les appareils de mesure à haute pression, expérimentaux de haute pression et de température. Et voici la presse à multi-enclume. Alors, la presse à multi-enclume, c'est comme une presse à enclume de diamant, c'est une presse à enclume de diamant, mais au lieu d'avoir juste 2 enclumes comme ça, il y en a en général 6, parfois 8, 2 dans la direction verticale et 4 dans des directions horizontales orthogonales, qui permettent de mettre un échantillon dans un cube de plus grande dimension. Donc, je vous avais dit que le désavantage de la presse à enclume de diamant, c'est que les échantillons étaient très petits. La presse à multi-enclume permet d'utiliser des échantillons disons, de taille millimétrique, qui est déjà beaucoup mieux. Et ici, j'ai indiqué le domaine de pression et de température qui peuvent être atteints par les différents mécanismes. Alors, le cylindre à piston, c'est l'appareil de Griggs en particulier, c'est cette zone mauve ici. La presse à multi-enclume couvre un plus large domaine. On ne peut pas aller encore... Enfin, la presse à enclume de diamant simple, avec 2 enclumes, permet d'aller à des pressions encore plus élevées, mais avec ces désavantages échantillons très faibles. Alors donc là, nous, on est au début des années 2000, et Dobson, qui est un chercheur anglais, britannique, à UCL, donc monte des capteurs d'émissions acoustiques en arrière des enclumes de cette presse, et il observe des émissions acoustiques, hein, donc des événements acoustiques pendant la déshydratation, qu'il est capable de localiser en mesurant les temps différentiels entre les arrivées des ondes à différents, donc par localisation, comme une localisation en temps et en espace des événements, ce qui est important parce qu'il faut savoir si les événements observés sont vraiment dans l'échantillon ou s'ils sont dans ce qui les entoure, hein, dans la machine. Donc ça, c'est très important de savoir. Et dans la presse à enclume de diamant, avec les échantillons microscopiques, il faut un système très précis disons, de localisation pour le faire. À l'époque, c'était difficile, mais c'est plus facile si on a un volume plus grand. Et bien sûr, plus on a de capteurs, et plus ça va être facile. Donc,
lui, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, ici on voit dans le domaine de température et de pression, c'est encore, vous allez le revoir plusieurs fois, ce diagramme de décomposition, de déshydratation de l'antigorite, hein, avec les courbes de Clapeyron qui tournent comme ça, de positive à négative quand on va à plus haute pression. Le domaine étudié par Jean Lose, Meillade et Jean Lose, est ce domaine-là, hein, dans la cellule à enclume de diamant, et le domaine étudié par Dobson, donc 10 ans plus tard, c'est les carrés ici. Alors il y a des différentes couleurs parce qu'ils ont utilisé des capteurs d'ondes, des waveguides différents, certains en fer et certains en oxyde d'aluminium. Donc c'est ça les différences. Et c'est le domaine dans lequel ils observent la transition antigorite, donc la déshydratation d'antigorite qui est un peu au-dessus des courbes ici. Et bon, ça indique qu'ils observent cette antigorite dans un état métastable, mais ça n'a pas énormément d'importance pour ce qu'on veut dire. Donc c'est une serpentinite naturelle dont ils extraient une antigorite presque pure, hein, 90-95%, et ils observent deux comportements. Si on est à moins de 6,5 gigapascal, donc dans ce domaine-là, ils observent des émissions acoustiques liées à la déshydratation et qu'ils pensent être associées à l'augmentation de la pression dans les pores et donc fragilisation hydraulique. En général, ils n'observent qu'un seul événement dans l'échantillon, où voilà, soit un seul gros, soit un petit suivi d'un plus gros qui en fait n'est pas dans l'échantillon mais dans les guides d'onde. Donc vous voyez, cette discussion à l'époque, c'était est-ce que les événements proviennent bien de l'échantillon ou de ce qui l'entoure en particulier. Et donc à pression supérieure à 6,5 gigapascal, là on est carrément dans la... Alors je ne sais pas pourquoi 6,5, parce qu'en fait on voit que la pente de Clapeyron devient négative à bien plus faible pression, mais donc certainement à ces pressions plus grandes, non seulement la pente de Clapeyron est négative, mais dans cette déshydratation d'antigorite, le volume diminue au moment de la déshydratation. Donc, ça ne peut pas être l'explication de Rayleigh et Patterson ne peut pas être bonne, puisqu'il nous faut une augmentation de volume pour avoir cet effet d'hydrofracture. Alors, il propose que c'est dû à l'affaissement du milieu autour de l'échantillon, et nous y reviendrons. C'est une proposition, c'est toujours beaucoup de spéculation dans ce genre d'études. Alors, ça c'est simplement pour montrer que dans l'échantillon, il y a bien observation de fracture. Et donc, toujours, je vais en montrer pas mal, et toujours on a la pression, enfin la contrainte appliquée, la contrainte déviatorique, toujours dans la direction verticale ici. Et ici, donc, on voit la serpentinite en gris, des oxydes en blanc, et on voit une faille, en fait, qui est celle-ci, hein, parce qu'ensuite, il y a aussi des fractures qui se produisent au moment où on décompresse. Alors, il faut faire attention à savoir laquelle sont vraiment des failles produites au moment de la déshydratation et lesquelles ne le sont pas. Mais on voit ici cette faille qui est décorée par des produits de déshydratation, ici indiqués par la lettre D. Et donc il mesure un déplacement de 3 micromètres, qui peut voir ici, disons, on voit ce déplacement dans les oxydes. Ils disent dans l'article que c'est une faille sinistre. Moi, je vois une faille dextre, mais bon, c'est une image au microscope électronique. Alors, M. Poirier me dira si c'est inversé ou pas, mais moi, je vois plutôt une faille... Ah non, c'est une faille... il disait une faille dextre, et moi, je vois plutôt une faille sinistre. Alors, comment on peut transposer ça au cas d'une zone de subduction ? La question qui va se poser, c'est est-ce que pour expliquer par la déshydratation et cette augmentation de la pression dans les pores,
il faut que le fluide y reste. Il ne faut pas qu'il soit évacué plus vite que la pression n'est augmentée. Alors, est-ce que le fluide dans les zones de subduction va être évacué rapidement? Ça dépend de la perméabilité, enfin ça dépend de la rapidité de diffusion. Donc il a fait un calcul de perméabilité de la lithosphère et donc disons, si les fluides pouvaient s'échapper, la perméabilité serait beaucoup trop grande, ne serait pas réaliste. Et donc, il en conclut que c'est quand même bien la déshydratation qui peut expliquer les séismes jusqu'à 200 km de profondeur. Alors, encore une fois, c'est un peu poussé parce que donc déjà au-delà de 2 gigapascales, la pente de Clapeyron est négative et le volume commence à être... On est dans le domaine de volume où le volume diminue, mais peut-être qu'en fait, cette diminution de volume ne se produit qu'à plus forte pression. C'est quelque chose qui n'est pas très clair au vu de ces expériences. Mais ça pourrait expliquer, si c'est vraiment ce domaine de pression et de température, ces domaines de pression pourraient expliquer que les séismes de la zone inférieure, donc des plans de Wadati-Benioff à profondeur inférieure à 200 km, pourraient être dus à cette déshydratation, ou au moins déclenchés. Alors, je vous rappelle, pour que ce soit vraiment la fragilisation hydraulique telle qu'elle était proposée par Halley et par Terson, il faut 2 conditions. Il faut que le dégagement de fluide soit suffisamment rapide pour que la pression de fluide augmente plus vite que la dispersion du fluide et aussi que la relaxation par écoulement plastique. Donc, c'est 2 conditions assez importantes. Et donc, ça a beaucoup intrigué dans les années 2000, et en particulier une étude de Young et al. Qui ont voulu regarder justement dans ce domaine, ici encore une fois, où le volume diminue au moment de la déshydratation. Est-ce que on peut vraiment, est-ce que ce mécanisme peut fonctionner? Enfin, apparemment, non, mais ils ont voulu regarder ça. Et donc, ils ont fait ça dans l'appareil de Griggs, un appareil de Griggs un peu amélioré, donc avec des grands échantillons. Donc ils ont regardé dans ce domaine ici de pression entre 1 et 6 gigapascal et 550 et 820 degrés Celsius qui correspond à la transition, à la déshydratation de l'antigorite. Ça, c'est leur échantillon initial avec un mélange d'olivine et d'antigorite, une serpentinite venant des Alpes d'Italie. Et après la déformation, leurs échantillons, et bon, ce qu'il faut constater, c'est qu'ils voient des failles dans tous les domaines, c'est-à-dire les domaines où l'augmentation de volume est positive, donc à relativement basse pression, et le domaine à plus haute pression où l'augmentation de volume est négative. Ça, c'est des échantillons avec un zoom ici, montrant la présence de failles et de fissures, et les fissures contenant des produits de déshydratation fluide. Alors, et il voit aussi entre les failles une zone de compression. Ça, c'est cette zone. Il y a des sauts dans les failles et donc il faut enjamber la faille ici. Dans cette région-là, vous avez une zone de compression, parce que on voit ici la direction du mouvement. Ici, ça va dans cette direction-là. Donc c'est une zone de compression qu'ils appellent une zone de push together, qui est l'inverse des pull apart qu'on voit dans les failles, par exemple comme la faille de San Andreas, où les failles se déplacent dans les morceaux de failles sont séparés par des zones d'extension. Et il constate que les produits solides de la transformation se concentrent dans ces régions-là, alors que dans les fissures,
on a les produits fluides de la décomposition de l'antigorite. Et donc il propose qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ces produits fluides et solides se séparent pendant la fracture. Et le fluide étant moins dense, donc on va avoir une partie qui va être plus dense, le solide, qui ne nous convient pas, parce que ça va être une diminution de volume. Plus dense indique moins de volume occupé. Et par contre, la partie fluide est moins dense, et c'est ça qui va aider à augmenter la pression dans les pores et donc permet la formation de fissures en mode 1 et la cassure. Donc ça, c'est une idée originale que je tenais à montrer parce que c'est l'évolution des pensées. Tous ces éléments reviennent à l'heure actuelle sous une forme ou une autre. Ils ont continué, c'est les mêmes auteurs, le premier auteur est le même, avec une équipe similaire. Alors, ça n'est plus dans les palais de Griggs, mais dans une presse à multi-enclume, qui peut leur permettre d'aller à plus haute pression. Et donc, ils ont fait une expérience avec une serpentinite et avec 3 étapes. D'abord, une compression isotherme à basse température, ici température en pression. Là, toujours la déshydratation de l'antigorite. Pression augmente. Ensuite, donc chauffage isobarique, donc pression constante et augmentation de la température. Et ensuite, ils augmentent à la fois la température et la pression pour traverser la transition de phase ou la transition de déshydratation de l'antigorite. Et ils ont équipé leur appareil de capteur d'émissions acoustiques, et ils observent des émissions acoustiques à toutes les étapes de leurs expériences. Ils en ont fait aussi ici. Alors, ce qui est étonnant, bien sûr, c'est d'en voir ici avant la déshydratation, mais aussi donc, dans le domaine où l'antigorite est déshydratée. Donc ça, c'est simplement pour montrer qu'ils ont bien vu ces émissions acoustiques. Les échelles de temps ne sont pas les mêmes sur les différents. Donc ça, c'est leur étape 1, donc compression à température faible, la élévation de température isobare, et ensuite transition à travers la transition de déshydratation. Et donc, ce qu'ils observent, ces différences, c'est que dans l'étape 1, donc au moment où ils augmentent la pression, ils voient apparaître une seule faille, et cette faille augmente de longueur, elle est pendant l'étape, mais le glissement continue sur la même faille, et pendant l'étape 2, donc quand ils commencent à augmenter la température, et même au début de l'étape 3, et par contre, dans l'étape 3, quand ils passent à travers la transition de déshydratation, ils voient l'apparition de la formation de nouvelles petites failles, et par contre, le glissement s'arrête sur les anciennes failles. Donc, ici, ils en déduisent que cette fracture due à la déshydratation se produit pour une valeur de la contrainte qui est inférieure à celle nécessaire au glissement par friction, puisqu'elle se produit avant le glissement par friction dans ce domaine-là. Et ils en déduisent qu'il y a une augmentation rapide de la pression dans le fluide dans ces nouvelles fractures par génération de porosité. Ça, c'est un exemple d'échantillons récupérés après l'étape 3 à 6 gigapascales, température d'environ 650 à 690 degrés Celsius, et on voit les fissures ici, une faille et on voit le déplacement à travers cette faille. Ils ont mis à l'intérieur de leur échantillon une feuille de nickel pour mesurer les déplacements, justement. Enfin, ça, c'est encore un détail technique. Alors, bon, tout ça, c'est très bien, mais on arrive vers la fin des années 2000, et là,
les expériences deviennent plus, disons, vont un peu poser des questionnements, car elles vont montrer qu'on n'observe pas forcément toujours des émissions acoustiques, et donc il faut un peu peut-être repenser le problème. Alors déjà, ça c'est un exemple de Chernak et Hertz en 2010, où ils ont, dans l'appareil de Griggs, regardé, mais bon, à pression relativement faible, donc dans ce domaine ici, avant l'inversion de la pente de Clapeyron. Ils ont regardé ils ont pris des échantillons naturels et ils les ont compressés, d'une part tels quels, en faisant des petits cylindres d'échantillons, mais ou aussi d'abord en les pulvérisant et en les compactant pour avoir un matériau un peu plus uniforme, hein, sans fissures ou lignes de failles préexistantes. Et donc pour comparer les résultats. Et il montre que ici, en fait, dans les deux cas, les expériences à haute température leur montrent que la déformation est distribuée. Ils ne voient pas de cassure. Alors, les flèches ici indiquent les cas où ils sont à haute température. Ici, donc c'est toujours 1,5 gigapascal, mais la température ici est de 700 degrés Celsius. Ici, c'est des températures moins élevées. Et on voit bien ici, donc c'est toujours la déformation en fonction de la contrainte différentielle, hein, comme j'ai montré de nombreuses fois, et on voit des courbes douces qui ne montrent pas de cassure. Donc, ça, c'était étonnant. Alors, les diamants, ici, les losanges, indiquent que l'un montre, quand c'est gris, c'est des échantillons d'origine, et quand c'est noir, c'est des échantillons après homogénéisation. Hein, donc, mais ils observent la même chose dans les deux cas. Ici, bon, donc ça, c'est leurs échantillons qui montrent, donc en particulier, on va regarder surtout ce qui nous intéresse, c'est à haute température, où il n'y a pas d'évidence de fracturation dans ces échantillons. Et au contraire, ils avancent que la déshydratation, au contraire, empêche la localisation de déformation. Donc on est un peu confus maintenant dans cette décennie, au début de notre décennie. Et ils pensent que c'est plutôt les produits de la déshydratation qui pourraient être à l'origine de la localisation de déformation par un processus qui ne ferait pas intervenir du tout la déshydratation elle-même. Alors, avançons à peu près à la même époque. Donc, il y a deux groupes. Hein. Il y a un groupe, donc c'est le groupe de Hirsch, qui travaille actuellement à l'université de Brown aux États-Unis, et le groupe ici à l'École normale supérieure, le groupe d'Alex Schubnel, qui donc sont en compétition là, depuis 10 ans et qui font des expériences de plus en plus sophistiquées dans des conditions plus ou moins différentes. Mais là, ils arrivaient. Donc, l'équipe de Schubnel, elle, a équipé une presse multi-enclume avec non seulement des capteurs d'émissions acoustiques, hein, comme des sismomètres d'échantillons, mais aussi ils ont pu installer la presse multi-enclume dans un synchrotron pour y associer la diffraction par rayons X, qui, comme je vous l'ai expliqué, permet une analyse plus fine des échantillons avant et après les expériences, et aussi un meilleur contrôle des contraintes au cours des expériences. Et eux, ils observent alors, ils ont regardé à différents domaines de pression. 1,5, c'est à peu près la même que l'expérience que je viens de vous montrer de l'université de Brown, et à plus haute pression.
qui traverse toujours ici la zone de déshydratation de l'antigorite. Et ils notent qu'ils observent une réaction de déshydratation à environ 1073 degrés Celsius dans les deux cas. Dans le cas de pression moins forte et pression plus forte. Donc là, cette fois-ci, avec leur système et leur possibilité de faire des mesures avec les méthodes basées sur les rayons X, leur donne une précision importante sur le moment auquel ils voient la déshydratation. Alors, par contre, ils n'observent pas d'émissions acoustiques pendant la déshydratation, ni dans ce domaine-là, ni dans ce domaine-là. Et au contraire, ils observent un glissement qui doit être asismique le long de failles qui ont été produites au début par la compression à température ambiante. Donc voilà, ça c'est leurs échantillons. Montrés ici, alors là, ça c'est les pistons, ça c'est l'échantillon. Dans deux conditions, la condition à moins forte pression, volume augmente au moment de la déshydratation. Ici, à plus haute pression, le volume diminue. Et ils observent des bandes de cisaillement dans ce domaine qui contiennent des produits de réaction, des produits de la déshydratation, et qui sont alignés dans la direction de cisaillement, mais sans émission acoustique. Donc les glissements le long des failles produites pendant la compression à froid. Alors, pourquoi? Est-ce qu'ils n'ont pas observé d'émissions acoustiques parce qu'ils ont chauffé trop rapidement? Est-ce que les émissions acoustiques sont de plus longue période que la bande de fréquence dans laquelle ils peuvent les observer avec les capteurs qu'ils ont? Donc, ils seraient en dehors de la bande de fréquence. Si vous avez un mouvement un peu plus lent, vous allez avoir des émissions d'un peu plus longue période, dans un domaine fréquentiel un peu plus bas, plus basse fréquence, et peut-être leur système ne permet pas de les observer. Mais par contre, dans la zone de produit de réaction, ils observent la présence de talc, et le talc pourrait lubrifier, permettre une déformation plus douce. Ensuite, le fait qu'eux n'observent rien et d'autres observent des émissions acoustiques, donc c'est un peu ce à quoi on arrive au début des années 2010, donc un peu, disons, sujet à questionnement. Ça peut avoir à faire avec les conditions des expériences, en particulier la façon dont se fasse le drainage des fluides, comment les fluides sont évacués après la déshydratation. Donc, les conditions expérimentales étant très importantes. Alors, je vais en arrêter là-dessus bientôt. Je vais sur ce sujet, mais je voulais montrer parce qu'il y a depuis une dizaine d'années, non même pas, depuis 5-6 ans, il y a beaucoup d'expériences nouvelles qui montrent des résultats avec disons, des situations expérimentales beaucoup plus performantes, de plus en plus sophistiquées, des capteurs de plus en plus performants, et ensuite une analyse des résultats aussi de ces émissions acoustiques lorsqu'elles existent, qui sont de plus en plus proches des méthodes qu'on utilise en sismologie, qui permettent de localiser les émissions, de regarder quelles sont leurs magnitudes, la magnitude de ces événements et même leur mécanisme au foyer. Donc là, je voulais simplement citer encore une expérience de l'équipe de l'ENS ici, donc publiée en 2017, dans maintenant le degré supérieur de sophistication, c'est la cellule multi-enclume, mais
améliorée pour permettre la déformation. Alors, je vous avais montré la cellule à multi-enclumes avec ses enclumes verticales et ses enclumes horizontales. Au départ, la pression exercée est la même sur toutes les faces du cube, mais là, dans ce nouvel appareil, on peut exercer une force différente sur les enclumes dans la direction verticale qui permet donc de déformer les échantillons en plus. Et donc mettre tout ça dans le synchrotron, enfin avec le passage des rayons X et donc l'analyse par rayons X. Donc ça devient très complexe et très performant. Ils ont 6 capteurs acoustiques derrière chacune des enclumes et des vitesses de déformation qui sont encore loin de celles qu'on peut avoir dans les zones de subduction, 10 puissance moins 5 secondes moins 1, et une vitesse d'augmentation de la température qui est aussi beaucoup plus grande que dans la nature, 4 degrés par seconde. Mais la quantité importante, nous disent-ils, c'est en fait le rapport entre la vitesse d'augmentation de la température et la vitesse de déformation qui donc est de l'ordre ici dans ces expériences de 1250 Kelvin, qui devient comparable à ce à quoi on s'attend dans les zones de subduction. Si vous regardez la vitesse de déformation et l'augmentation de température quand la plaque plonge, vous arrivez à des quantités de l'ordre entre 1000 et 10 000 Kelvin. Donc voilà, donc des conditions en quelque sorte comparables. Ça, c'est juste pour montrer comment est leur échantillon dans leur cube, là, avec en plus chauffé par un four à graphite. Ça, je n'ai pas beaucoup parlé, mais il y a aussi l'aspect chauffage qui est important. Et ça, c'est leur échantillon de départ. Ça, par contre, c'est des échantillons synthétiques où ils ont mélangé de l'olivine et de l'antigorite, et de manière à avoir quelque chose d'assez, disons, homogène. Et ils vont regarder dans 2 domaines, encore une fois, dans 2 domaines, dans la continuité de leurs expériences, dans 2 domaines de pression, autour de 1 gigapascal, où on est dans la zone où l'antigorite se décompose, enfin se déshydrate, avec une augmentation de volume, et dans la région où elle se déshydrate, avec une diminution de volume, à plus de 3 gigapascals. Et comme ils ont des échantillons synthétiques, ils peuvent décider combien ils mettent d'antigorite. Donc ils vont comparer ce qu'ils trouvent avec de l'olivine pure et des proportions de plus en plus grandes d'antigorite, 5%, 20%, 50%. Et les ronds ici représentent les endroits en température et pression où ils ont observé des émissions acoustiques. Alors, la taille de ces cercles correspond au nombre et à l'importance des émissions acoustiques. Ils en observent avant. En fait, ils ont une zone ici où l'antigorite, où l'apparition de talc, il y a encore de l'antigorite, et ensuite la disparition de l'antigorite dans la région à droite ici, et l'apparition d'un statite. Donc une zone intermédiaire. Ils observent des émissions acoustiques dans la zone intermédiaire et dans la zone où l'antigorite a été déshydratée. Par contre, dans l'olivine pure, ils n'observent d'événements acoustiques que à très haute température, ce n'est pas indiqué ici, je crois, dans ce graphe, et aussi aux contraintes maximales, donc dans des conditions très particulières. Ici, vous avez encore dans ce schéma les variations de température, donc le géotherme, la variation de la température avec la profondeur, la pression à l'intérieur des zones de subduction, dans le cas d'une zone de subduction chaude, qu'on appelle à température relativement élevée, et une zone de subduction froide. Ça vous donne le domaine, quand on parcourt les zones de subduction à travers le monde, le domaine de température auquel on s'attend
dans les zones de subduction, à l'intérieur des zones de subduction. On est bien dans ce domaine-là. Et donc ils ont vu des émissions acoustiques pour tous les échantillons, quelle que soit la proportion d'antigorite, même avec une très faible proportion donc d'olivine hydratée, d'antigorite. Je ne devrais pas dire olivine hydratée, mais de phase hydratée. Et donc l'olivine pure seulement à 3,5 gigapascal et à la contrainte maximum beaucoup plus élevée. Et donc ça, c'est simplement, encore une fois, le même type de diagramme, la déformation en fonction de la contrainte différentielle, je crois, enfin, je ne sais plus, c'est peut-être la contrainte appliquée. Et on voit donc des courbes plus ou moins lisses, et les couleurs représentent les différentes proportions d'antigorite dans leurs échantillons. Et en bas, on voit ici le nombre d'événements acoustiques observés. Et donc ici à basse pression, 1,1 gigapascal, et ici à haute pression. On voit qu'à basse pression, on ne voit rien en bleu, là c'est l'olivine pure, et on voit apparaître des émissions acoustiques dans l'échantillon qui a très peu, qui a 5% d'antigorite. À haute pression, au contraire, on voit apparaître des émissions acoustiques, et c'est donc le nombre cumulatif d'événements acoustiques observés, assez rapidement dans tous les échantillons, quelle que soit la proportion d'antigorite. En gris, ici, c'est leur augmentation de température avec l'échelle à droite en Kelvin, je crois. Oui, en Kelvin, oui. Et donc, en tout, ils ont enregistré 79. Et ils ont pu faire pas mal d'études sur ces émissions acoustiques, sur ces séismes acoustiques, grâce à d'une part au fait qu'ils ont pu les localiser très précisément, qu'ils ont les formes d'ondes et ils ont appliqué les méthodes sismiques. Alors, je vais faire une petite parenthèse pour vous rappeler certaines statistiques qu'on fait quand on est sismologue, sismologue de la sismologie des vrais tremblements de terre. Quand on fait des statistiques sur les séismes, il y a cette loi de Gutenberg-Richter qui est très bien vérifiée pour la plupart des séismes superficiels au niveau mondial, qui donne le nombre de séismes, ici à l'échelle logarithmique, n est le nombre de séismes, en fonction de la magnitude des séismes. Et donc on a plus de séismes, de petits séismes par rapport au nombre de séismes très gros, ici magnitude 8, etc. Et en fait, on a une courbe qui est très nette, avec une pente, donc une loi, le logarithme du nombre d'événements, s'écrit de manière linéaire en fonction de la magnitude, avec une pente de moins 1, ou pente de 1 négative. C'est une loi qui implique disons, c'est des lois d'échelle qui impliquent une similarité et qu'on traduit par le fait que plus le séisme est grand et plus la rupture couvre une zone de faille circulaire plus grande, plus le rayon est grand. Et en fait, pour les très gros séismes, on peut montrer qu'une fois qu'on a dépassé le seuil de la largeur possible de la zone cassante, le séisme ne peut grandir que dans une dimension et on va voir une loi différente. Il va y avoir une coupure, mais ça j'en parle, mais c'est pas, c'est simplement pour dire que cette pente, la pente dans une loi comme ça, donnant le nombre de séismes en fonction de la magnitude, nous donne une indication de la géométrie et de sa transposition, disons, à différentes échelles suivant la magnitude. Et donc ça, c'est quelque chose de très connu. Il y a 2 fois plus de séismes de magnitude 6 que de magnitude 7, et 100 fois plus de séismes de magnitude 5 que de magnitude 7, etc.
dans le monde. Alors, eux, dans leurs expériences, ils voient aussi une échelle comme ça, une loi de Gutenberg-Richter, mais avec une pente, je suis désolée, j'aurais dû l'agrandir, ici de 0,5, 0,6, hein, donc plus faible que dans les séismes superficiels qu'on connaît. Mais tout de même, disons qu'ils ils observent cet alignement qui montre qu'ils ont un domaine d'observation qui leur permet peut-être d'extrapoler à des plus grandes magnitudes. Et par contre aussi, donc ils vont avoir une explication ils vont donner une explication possible pour cette pente différente qui indiquerait qu'en fait cette loi d'échelle correspond à des événements qui sont linéaires. Les failles pour les séismes superficiels sont des failles planaires, c'est des failles en 2 dimensions, et la source croît, disons, en première approximation, donc une source circulaire sur un plan. Par contre, dans leurs conditions expérimentales, ils vont nous expliquer que pour ce domaine-là, ils voient surtout, c'est un système à une dimension. Donc, ils expliquent cette différence-là. Alors, revenons à la sismologie pour un moment. Et donc, pour les séismes superficiels, la valeur moyenne est très, très bien déterminée, est vraiment 1. Il y a peu de fluctuations. Il y en a certaines, même peut-être avant les gros séismes, etc. On voit quelques fluctuations, mais c'est jamais, c'est autour de 1, jamais beaucoup, 10%, 20% autour de 1. Par contre, pour les séismes profonds, il y a des variations régionales importantes. Ici, c'est un exemple déjà ancien. Donc, c'est aussi le nombre de séismes en fonction de la magnitude. Et on voit que dans la région de Tonga, on a une certaine valeur. Ici, je pense que c'est la valeur supérieure, 1,2. Et en Amérique du Sud, au contraire, une valeur beaucoup moins grande. Et en fait, bon, alors attendez, oui, on va montrer, je ne sais pas ce qui est arrivé à ma diapo, je la montrerai plus tard, qu'on a pu montrer que cette valeur, cette b-value, comme on appelle, hein, la valeur B, la valeur de la pente, en fait varie avec le paramètre thermique de la zone de subduction. Donc il y a une dépendance avec la température assez importante observée dans les zones de subduction. Alors revenons pour un moment à l'article de Ferrand. Ici, donc encore une fois, ils observent des fissures. Je n'ai pas vraiment beaucoup le temps à passer ici, et des zones de cisaillement, comme on avait observé déjà avant, avec remplies de produits de la déshydratation de grains d'olivine. Alors ici, c'est la pression, 3,5 gigapascal, la proportion d'olivine, la proportion d'antigorite, ici 0, ici 20, 50%, etc. Mais bon, donc tout ça pour dire, je veux simplement présenter le modèle. Je pense qu'on en entendra parler pendant le colloque de la semaine prochaine. Il propose un modèle où vous avez en fait une espèce de matrice d'olivine avec à l'intérieur des sous-volumes d'antigorite avec certaines proportions. Ici, donc, dans leurs expériences, ils ont 20%, 10%, 20%. Et en fait, au moment de la déshydratation, donc des volumes d'antigorite, vous avez dans la zone d'antigorite un affaissement des contraintes. L'antigorite perd sa résistance à la déformation et elle va transférer cette résistance à la matrice d'olivine qui est autour. Et donc ce transfert de contraintes va provoquer la cassure dans la matrice d'olivine. Et donc, voilà, c'est ça. Et bien sûr, ça va donner des conditions sur la proportion d'antigorite et d'olivine
qui peut marcher. Il faut que les volumes d'antigorite, les petits sous-volumes des grains d'antivolite soient suffisamment petits pour que les grains d'olivine puissent, qu'il y ait une longueur suffisante à l'intérieur d'un volume d'olivine pour avoir un début de fracture, une nucléation de fracture. Et il faut qu'il soit suffisamment grand pour qu'il puisse transférer une charge mécanique suffisante à la matrice d'olivine. Voilà. Mais ils montrent, enfin, ils font la remarque que ce mécanisme, qui donc reste à explorer plus à fond, peut aussi bien marcher dans le cas où vous avez une diminution ou une augmentation de volume, puisque ça ne joue pas du tout. Et donc, il suggère que les zones de subduction, vous auriez des sous-volumes d'olivine séparés par des failles préexistantes dans lesquelles il y aurait des degrés de serpentinisation variables, ce qui est un peu ce qu'on observe dans les zones exhumées dans les montagnes. Alors, je vais, je pense, passer ici parce qu'il me reste 5 minutes. Oui, donc c'est encore disons qu'ils sont en train de... C'est vraiment la recherche active, ils sont en train de mettre au point des méthodes d'analyse de leurs échantillons extrêmement puissantes. Et ça, c'est la même expérience que celle du début des années 2011, mais maintenant, ils ont analysé leurs événements, ils ont pu les localiser, ils ont pu associer les événements acoustiques avec les failles observées dans les échantillons. Ils ont montré que les bandes de cisaillement qu'ils observent traversent plusieurs grains d'olivine, donc ce n'est pas lié à la taille des grains d'olivine, etc. Il y a beaucoup de nouvelles informations. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est simplement pour dire que les méthodes deviennent très performantes pour pouvoir étudier de manière très détaillée ce qui se passe au niveau des émissions acoustiques et comment elles sont reliées à la fracturation de leurs échantillons. Et simplement pour, disons, rapidement conclure, ce qu'ils disent, c'est qu'ils observent en fait des événements précurseurs à la fracture. C'est très clair ici dans ce schéma, je ne sais pas si je peux l'expliquer rapidement. En fonction du temps, le nombre d'émissions acoustiques observées, la contrainte différentielle, c'est en vert, donc c'est ça c'est l'échelle de contrainte différentielle en vert ici, et ils observent leur plus grande quantité et les plus grands événements au moment juste après, disons, la chute rapide de cette contrainte différentielle. Donc, les événements d'avant sont des événements précurseurs. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est que disons, je vais être obligée de conclure rapidement, j'avais encore quelque chose à montrer, mais disons, quand on compare à ce qu'on peut faire en sismologie, donc in situ, si vous voulez, dans la Terre, in situ, mais observé de loin, et ce qu'on peut faire en expérience de laboratoire, en sismologie, on va pouvoir regarder la rupture des grands tremblements de terre et voir si elle se compose de plusieurs événements ou moins. Est-ce que c'est sur des failles horizontales? Est-ce que c'est sur des failles verticales? Par contre, on n'a pas vraiment accès jusqu'à présent à des phénomènes précurseurs. Or, dans le laboratoire, c'est l'inverse. Ils peuvent observer les événements précurseurs. Par contre, ils ne voient pas ce qui se passe après, parce que en fait, leurs échantillons sont trop petits et tout casse. Et ils ne peuvent pas regarder la suite. La suite, c'est les répliques, qui est un des phénomènes qui, en sismologie, est le plus intrigant, puisque je l'ai dit au début, mais je n'ai pas eu le temps, je ne vais peut-être pas avoir le temps d'en parler beaucoup, mais quand même, la distribution des répliques des séismes profonds et intermédiaires, c'est quelque chose d'étonnant. Il y en a beaucoup, beaucoup moins que pour les séismes superficiels. C'est vraiment ça qui distingue le plus les séismes profonds des séismes superficiels, c'est l'absence de répliques. Ici, c'est simplement pour l'illustrer, le nombre
en fonction de la profondeur, le nombre de séismes intermédiaires, ici ça va c'est que pour les séismes intermédiaires, qui ont des répliques, et en gris, c'est ceux qui n'ont qu'une seule réplique. Donc vous voyez une fraction importante, de l'ordre de 15%, et ensuite bon, ça diminue avec la profondeur, qui n'ont qu'une seule réplique, et la fraction de tous les événements qui ont des répliques diminue aussi avec la profondeur. Il y en a en fait très peu qui ont des répliques tout court. Ça, c'est une autre façon de le montrer par la même chose. Mais par contre, pour les répliques des séismes superficiels, on a une loi qui s'appelle la loi d'Omori, qui est une loi en puissance, qui en fonction du temps, le nombre de répliques peut être assez bien prédit par cette loi. Ici, en fonction des jours, le nombre de répliques, et il y en a beaucoup au début. Et ça, c'est une très ancienne, c'est une étude ancienne d'un séisme qui n'avait même pas été complètement enregistré, mais sur la base de répliques ressenties. Mais à l'heure actuelle, avec les mesures instrumentales modernes, on observe les mêmes lois. Donc vraiment, c'est ça qui distingue les séismes superficiels des séismes profonds. Alors comment réconcilier les expériences et ce qu'on peut faire par la sismologie? C'est le grand défi, je pense, des années à venir. Bon, ça c'était simplement pour conclure ce qu'on a raconté. Les séismes intermédiaires, ils peuvent être liés à la déshydratation de la serpentine. Pour le plan supérieur dans la croûte, c'est probable. Pour le plan inférieur, c'est encore controversé. On pense maintenant que la déshydratation sert à la nucléation, qu'elle joue un rôle, mais elle ne joue pas sans doute un rôle direct. Ensuite, il y a une localisation de la déformation qui est aidée par la déshydratation, mais que la déformation, ensuite, la rupture se forme sans doute sur des failles préexistantes et fait intervenir disons un échappement thermique qui, en particulier, pourrait être aidé par la fusion. L'augmentation de la température pourrait permettre la fusion et donc déclencher des grands séismes. Pour les séismes profonds, on pense encore qu'ils sont liés à la transformation de phase olivine-spinel. Là aussi, une localisation de la déformation avec une phase de nucléation due à la transition de phase et peut-être aussi donc des mécanismes peut-être encore très similaires finalement pour les séismes intermédiaires et les séismes profonds liés à ces transformations de phase. Alors donc les questions que je veux poser à la fin, questions ouvertes. Pour les expériences de laboratoire, qu'est-ce qu'on peut faire pour observer des répliques, pour voir si on a aussi très peu de répliques, comme là, je pense qu'il faut des échantillons plus grands, enfin, des conditions expérimentales différentes de ce qu'on peut faire maintenant. Et en sismologie, comment peut-on détecter les précurseurs qui seraient forcément très très petits, dont des micro-séismes ou des mini-séismes, qui seront difficiles à détecter parce qu'on est en plus assez loin. On ne peut pas mettre de sismomètre juste sur les ruptures. Et voir s'il y a une phase précursive qui pourrait correspondre à ce qu'on voit dans les expériences pour les séismes intermédiaires et profonds. Et donc je vais en terminer là. Il y a de quoi encore faire plusieurs cours, mais cette fois-ci on arrête ici. Et donc je vous invite à participer au colloque qui aura lieu donc lundi et mardi prochain dans cette salle de 9h à 18h. Avec une session poster, et à la fin, le deuxième jour, nous aurons un débat sur les défis de ce domaine. Et cette conférence, ce colloque va faire intervenir des sismologues, des mécaniciens, des expérimentateurs et aussi des géologues qui regardent sur le terrain ce qu'on peut voir dans les roches, donc qu'on peut exhumer dans les zones de chaînes de montagne. Voilà, je vous remercie.